Le problème n'est pas là. Francis Gosselin. Ça sonne comme une arnaque. J'ai-tu une bonne logique, moi, là? Mario Dumont. Dis pas que c'est pour faire plus d'argent. La rencontre. Gosselin, Dumont. Bonjour, Francis. Salut Mario. L'engagement politique très, très, très visible d'Elon Musk auprès de Donald Trump. Il semble que c'est pas excellent pour les ventes de Tesla hors États-Unis. Et même aux États-Unis. Et même aux États-Unis, effectivement, on en avait parlé. Là, il y a comme des chiffres qui fusent d'un peu partout là, qui commencent à montrer qu'il y a vraiment un désamour là, assez prononcé pour la marque de voitures électriques. Donc, on l'avait dit en Europe, là, les ventes sont très fortement en baisse. Après, les chiffres sont petits. Là, je relisais en Allemagne, là, bon, il s'est vendu 1200 Tesla. L'année passée, c'était 2400. Là, donc, c'est 1000 voitures de moins. Je pense pas que ça empêche personne de dormir. Mais ça semble être vraiment le cas partout. Mais aux États-Unis, j'avais vu une analyse qu'aux États-Unis, c'était, si tu prenais les acheteurs de Tesla comme sous-groupe, c'était plus des démocrates que des républicains. Les républicains achètent des pick-up à gaz. Oui, c'est 100% sûr. Puis évidemment, tout ça est en lien avec le fait que M. Musk, pendant longtemps, s'est positionné un peu comme un défenseur là, de l'industrie dans son ensemble, très proactif par rapport au changement climatique, etc. Donc, on est vraiment face à un volte-face là, assez profond là, en matière d'affiliation politique. Et donc, il y a beaucoup de gens là, qui évidemment n'achètent pas, mais en plus des propriétaires, on le sait, là, qui mettent des autocollants, là, j'ai honte, là, tout ça. Et on voit même de plus en plus de gens qui choisissent de vendre leur véhicule Tesla. Il y a toutes sortes de mouvements sur Internet, là, je sais pas dans quelle mesure c'est massif, mais carrément de vendre les actions de Tesla. Puis d'ailleurs, depuis un mois, Mario, le prix de l'action de Tesla a chuté là, quand même de 17% en bourse. Ouais, sauf qu'elle avait monté, après l'élection de Trump, elle avait monté comme une ballonne. Fait que là, elle en a reperdu un bout. C'est ce que j'allais dire. Là. On est revenu à peu près au niveau là, de la fin novembre 2024. Ouais. Là, donc, il y a eu comme une ballonne, comme tu dis, là, suite à l'élection de M. Trump. Mais donc, ça a quand même... Puis Tesla va pas... Le problème, c'est que Tesla va pas si bien que ça. Là, les ventes, depuis 2 ans, les ventes stagnent. Avant même là, l'implication politique, les ventes stagnent, sont légèrement en baisse. Ça veut dire que tout le secteur de l'automobile électrique là, connaît un ralentissement après des années de croissance fulgurante. Mais c'est que Tesla, les marges sont un peu en baisse. Ça va pas si bien que ça allait. Là. Oui, effectivement, là, Mario. Puis encore une fois, la valorisation boursière, c'est là où je voulais en venir, est absolument astronomique par rapport à ça. Je veux dire, on sait que Tesla, c'est une entreprise qui a eu une croissance assez phénoménale. Il y a 10 ans, c'était rien du tout. Maintenant, ils produisent environ 2 millions de véhicules par année. Ça s'est pas beaucoup vu là, dans l'histoire de l'automobile récente, là, des entreprises qui réussissent justement à partir de rien à créer entièrement une nouvelle catégorie, une gamme de véhicules. L'enjeu, c'est que maintenant, ils ont atteint une certaine forme de plateau. Il y a beaucoup d'autres manufacturiers qui font des véhicules électriques. Le problème, c'est que la valorisation boursière de Tesla, elle est équivalente à celle d'une entreprise technologique qui doublerait chaque année. Là. Donc, à un moment donné, il va devoir soit y avoir quelque chose de très, très surprenant en matière de revenus avec des marges astronomiques ou une correction majeure du prix de l'action. Écoute, Mario, c'est pas compliqué. Ils font à peu près 2% des véhicules vendus sur la planète et ils valent plus cher en valorisation boursière qu'à peu près les 98% autres réunis. Fait que, tu sais, à un moment donné, je sais pas, là, ça a comme pas de sens, là. L'entreprise vaut 1,1 trillion de dollars. La plus grosse compagnie au monde, Toyota, vaut 236 milliards. Tu comprends? C'est comme 4 fois plus. Ça peut pas tenir, à moins qu'ils nous sortent un robot, là, où, tu sais, encore une fois, les taxis qui se conduisent tout seuls. Mais Dieu sait que ça fait 7-8 ans que M. Musk nous promet des voitures qui vont se conduire tout seul. Mais en fait, moi, la question que je me... la coupe aux lèvres. Mais il y a plusieurs projets, M. Musk, mais est-ce qu'il s'en occupe? Moi, la question que je me pose, là, tu sais, mettons, je suis actionnaire de Tesla, là. La question que je me pose, c'est qui le boss? C'est quelqu'un qui s'occupe de la compagnie? Est-ce quelqu'un qui va... Tu veux vivre... Mettons, tu dis l'action est super chère. Ben ça, c'est basé sur l'espoir d'une méga croissance, d'innovation. Mais tu sais, ces affaires-là arrivent pas tout seul. Je comprends que M. Musk a des adjoints, des vice-présidents, des gens autour de lui, mais toi, est-ce que tu investirais dans une business où tu as besoin, tu sais, l'action est haute, tu as besoin de maintenir la croissance, le focus, puis je t'annonce, le PDG, il est jamais là. Il est plus là, il s'en occupe plus. Non, mais il fait d'autres choses. Il s'est trouvé un autre hobby.
Jusqu'ici, Mario, évidemment, les actionnaires, le conseil d'administration, je pense, étaient un peu sidérés parce que l'entreprise est passée de rien à cette valorisation astronomique. Et donc, on était un peu ébahis, là, je pense, par le flair de M. Musk en matière de gestion là, et de conduire cette croissance-là. Et le génie d'innovation, là. Mais demain, Mario, si, comme je te dis, je prédis rien, mais juste, mettons qu'on l'équivalait à ce que font d'autres manufacturiers automobiles, c'est une entreprise qui vaudrait peut-être plus quelque chose comme 100 milliards de dollars. Donc, je te garantis que s'il y a une dévisse de 90% du prix de l'action demain matin, les actionnaires, le conseil d'administration va poser de sérieuses questions sur l'emploi du temps de M. Musk. Et puis, évidemment, ben, tu sais, comme on le sait souvent, ces chutes-là, ben, ça vient avec plein d'autres conséquences sur l'intérêt des clients d'acheter la marque, etc. Bref, je ne prédis rien, mais c'est sûr qu'à ce moment, Tesla vit avec les affres de son gestionnaire principal, de son PDG, qui à une époque menait la parade dans un sens, maintenant la mène dans un tout autre. Ça va être intéressant de voir comment ça se développe. Puis faut dire quand même aussi que le dernier produit de la marque, le Cybertruck, je sais pas si tu as vu les vidéos sur Internet ces derniers jours, Mario. Pas terrible dans la neige. Ben, c'est une catastrophe, là. C'est gênant, là, tu sais. Puis c'est drôle. Mais tu vois, si t'as vu, il y a une vidéo avec une Honda Civic, là. Il y a un Cybertruck qui vire dans le vide, puis il y a une petite Honda Civic qui sort du banc de neige à côté. Une Honda Civic à 23 000 là, qui passe à côté. Le Cybertruck à 140 000, il est pas capable tout à fait d'avancer d'un. Là, il a l'air d'un tank, mais il bouge pas dans la neige, dans 3 pouces et demi de neige. Là, c'est pas pire, ça. Je te confirme je te confirme autour de moi que l'appétit pour ce véhicule-là est très, très limité actuellement, Mario. Le prix est indécent, puis 2, tu sais, je pense que le look, puis tu sais, tout le concept, je pense pas qu'ils vont en vendre autant. On sait que Ford, là, avec son F-150, a eu de la misère je pense qu'ils sont à 30 000 unités par année. Tu sais, il y a pas un si gros appétit dans le domaine des pick-up pour des véhicules électriques, puis le Cybertruck avec son look en fait fuir certains. Parle-moi des producteurs en serre. Oui, ben c'est un peu une drôle de, tu sais, comme toujours, j'aurais envie de dire, le gouvernement du Québec là, dit des choses avec la main gauche, dit quelque chose d'autre de la main droite. Donc on se rappelle en 2020, Mario, là, bon, la pandémie, là, on voulait l'autonomie alimentaire. Oui. On avait lancé plein de programmes en disant on va offrir des tarifs réduits pour les producteurs locaux, les agriculteurs locaux qui veulent se lancer dans la production en serre. Je vais saluer cette mesure-là. C'est une excellente nouvelle. Par contre, ce qu'on apprend maintenant, c'est qu'en raison des limitations là, à la quantité d'énergie, ben on me fait plein de misère aux producteurs en serre, à savoir ils peuvent pas obtenir les blocs d'énergie là, de plus de 5 mégawatts. Donc, ils ont des projets, ils obtiennent pas les mégawatts qui sont nécessaires. Donc, on leur dit go d'un côté, stop de l'autre. C'est un peu malencontreux. S'ajoute à ça là, toutes sortes d'embûches qu'on met dans les pattes de ces producteurs-là, Mario, qui, d'une certaine façon, je pense, sont peut-être l'avenir de l'agriculture au Québec, peuvent permettre de prolonger les périodes de récolte en semant plus tôt. Dans certains cas, on parle de serres qui peuvent fonctionner à l'année, donc vraiment de générer de la production agricole au Québec, là, dans la circonstance actuelle qu'on connaît, là, qui serait une très bonne nouvelle. Malheureusement, le gouvernement du Québec a pas comme d'unanimité d'un ministère à l'autre à savoir comment on va soutenir ce milieu-là. Mais je pense que derrière tout ce cafouillage-là que tu décris très bien, il y a l'espèce d'inexplicable... Tu sais, il y a 6-7 ans, Francis, là, on parlait, j'avais même écrit là-dessus, là, les serres, puis dans mon texte, je parlais des surplus d'Hydro-Québec. Puis, tu sais, la direction d'Hydro-Québec de l'époque nous parlait de ces surplus. Et on utilisait le verbe, on nageait dans les surplus. Puis quand on est arrivé, l'espèce de prise de conscience du ministre Fitzgibbon, puis que là, il a mis en place Michael Sabia, là, tout à coup, on est arrivé, on nous a dit non, mais là, on vient de regarder les vrais chiffres, puis de faire les vraies projections. Puis on manque d'électricité là, pour l'électrification des transports pour nos projets. Et là, tout à coup, ben justement, ça a donné qu'on encourageait la production en serre. Puis 2-3 ans après, on dit, ben là, on a même plus de blocs d'électricité à vous donner, mais c'est pour la société d'État, pour Hydro-Québec et ceux qui l'ont géré, c'est pas un petit... C'est de passer de on nage dans les surplus à on n'est plus capable de fournir 5 mégawatts pour faire des laitues en hiver chez nous pour nos serres. Non, mais c'est pas qu'un petit virage à 180 degrés. Et par ailleurs, Mario, on a financé à Québec une zone là, d'innovation là, dans la région de Repentigny, la zone AgTech. Là. Je sais pas ceux qui ont lu l'article dans le journal de Montréal ce matin l'ont vu. La directrice générale de cet organisme-là, Marie-Lou
voyons, j'oublie son nom. Bref, Marie-Lou Cyr, elle dénonce cette situation-là, évidemment, en disant on a mis beaucoup d'efforts pour stimuler l'innovation puis la création de ça d'un côté, puis après ça, on donne pas l'intrant principal qui est celui de l'énergie. Fait que finalement, est-ce que tout on ça a tout fait ça pour rien, ouais, c'est ça. Puis j'ai quand même une croyance, Mario, qu'il y a un avenir très intéressant pour l'agriculture québécoise dans cette direction-là, mais encore faut-il en faire quelques-unes, innover en faisant davantage, monter cela à l'échelle. C'est sûr que si on fait juste 3-4 serres de temps en temps, on n'arrivera jamais à une productivité puis des gains d'efficacité majeurs. Faudrait y aller à 100 000 à l'heure, puis pour l'instant, on est un peu sur les freins en même temps que sur la pédale d'accélération. Merci Francis, à demain. À demain.